Merci à nouveau, Laurier. Puis je voulais remercier aussi les deux membres du comité scientifique qui t'ont accompagné pour la préparation du colloque, c'est-à-dire Sandra Fraser, comme tu viens de le dire, et Dominique Hardy, pour avoir accepté ma proposition un petit peu tarabiscotée avec le titre que tu viens de citer, qui va me permettre de regarder l'histoire de l'art, et en particulier les ateliers, bien évidemment, sous l'angle de la géographie. D'où les termes du titre que je vais expliquer en 3 temps dans ma communication. D'abord, une mise en situation générale avant de développer un petit peu ce double concept d'habiter et de polytopie, et pour faire retomber cette question de la polytopie sur un cas d'étude que je vais regarder un peu plus avec attention et un peu plus en profondeur. Donc, pour commencer, je dirais que l'atelier d'artiste est un objet d'étude particulier qui, pour le grand bonheur du chercheur, ne se plie pas facilement à des questionnements rapides pour obtenir des réponses simples. Et je dirais que cette phrase m'est venue de la visite de l'exposition de Laurier à Joliette, où précisément, c'était la richesse de l'exposition, et ça l'est toujours. Ce n'est pas la simplicité qui nous dirigeait à travers les ateliers. Donc, la porte de sa cabane pour peindre, un abri en guise d'atelier que David Mile a construit en pleine montagne à l'automne 1920 pour y passer l'hiver, nous met devant l'évidence du seuil, du dehors et du dedans de l'atelier. Parler d'expérience et en faire le titre du colloque convient donc très bien, car c'est bien de cela dont il s'agit, à condition de préciser quelle utilisation on fait de cette notion d'expérience. Elle sera employée ici dans le sens de relation de l'artiste au lieu et à son atelier. Ce n'est donc pas l'expérience d'un tiers qui m'intéresse ici, celle du visiteur que l'on connaît bien à travers les descriptions des visites d'atelier. Il s'agit plutôt de comprendre ce qui s'installe durant une courte période, les années 1880-1920, lorsque, en grande majorité, les artistes entretiennent un rapport à la création et à l'atelier très différent de leurs prédécesseurs. Cette situation peut se résumer à un glissement où la nécessité d'installer un atelier comme finalité du lieu, c'est-à-dire se loger et travailler, se déplace vers la nécessité comme singularité du lieu. C'est précisément le choix fait par Devil Mine et la raison de sa présentation en introduction de mon PowerPoint. Il n'y a plus de modèle dominant de l'atelier, mais des situations relatives à l'artiste, à ses décisions, ses intentions, ses désirs. Plusieurs questions se trouvent ainsi soulevées. Que signifie se loger et résider dans le cas d'un atelier? Pourquoi habiter plusieurs ateliers en même temps? Comment s'établissent ces relations réciproques entre les lieux et les ateliers? Quels en sont les enjeux pour la création, pour l'œuvre, pour la carrière? Le but de la communication est donc de questionner l'expérience de l'atelier comme mode de l'habiter lorsqu'il ne s'agit plus de se déplacer pour suivre une clientèle potentielle, comme ce fut le cas de Théophile Hamel entre Québec, Montréal et Toronto de 1846 à 1851, l'époque de la dépendance envers des appareils et des technologies qui obligeaient l'artiste à penser son atelier sous une forme temporaire et mobile est devenue une pratique du passé. Ce fut le cas des tireurs de portraits en silhouette qui circulaient de ville en ville au début du XIXe siècle avec un atelier portatif, le physionotras, installé dans le salon d'un hôtel, le temps d'épuiser la clientèle locale avant de repartir. Au début de la photographie, lorsque la technique obligeait le photographe à faire son développement sur place, la chambre noire existait sous la forme d'un atelier ambulant appelé laboratoire hypomobile.
Si la contrainte liée à la technique de travail choisie par l'artiste ne disparaît pas entièrement, il faut la comprendre dans un rapport où la mobilité devient un mode de vie. Le sculpteur Louis-Philippe Hébert, dont Daniel Drouin nous parlera demain, en est l'exemple. Contraint de circuler régulièrement entre Montréal et Paris, en raison de l'absence de fonderie d'art au Canada, pour réaliser ses contrats et ses œuvres. Il coordonne très bien ses arrivées et départs pour être présent lors d'événements sociaux et politiques qui comptent pour sa carrière. Le lien de dépendance envers la technologie s'est alors inversé. C'est désormais l'artiste, en pleine autonomie de ses décisions, qui contrôle ses allées et venues. Le rapport entre l'espace et le temps, ou pour le dire avec plus de précision entre la mobilité et la temporalité, ouvre ainsi de nouvelles possibilités difficiles à envisager auparavant. Grâce à la transformation des moyens de transport à partir des années 1880, le trajet, qui se comptait en jours, va désormais se mesurer en heures. Christophe Studeni a étudié cette évolution pour la France en démontrant dans un article sur le temps du voyage comment le temps local de l'horloge de la gare fait place à un temps national, réglé sur la ponctualité. Cette harmonisation des horaires, suite à l'adoption en 1884 du méridien de Greenwich comme référence internationale, a joué un rôle central dans les déplacements, permettant aux voyageurs de mieux coordonner leur correspondance grâce à des guides qui en dessinent les trajets. Le système spatial s'en trouve profondément modifié, marqué par une interrelation nouvelle entre les territoires et les lieux. Le concept de l'habité, développé sur de nouvelles bases au début des années 1990 pour rendre compte des accélérations qui transformaient les rapports des individus au lieu, a une portée heuristique bien plus large que son application à notre seul monde contemporain. Mathis Stock, géographe, spécialiste des mobilités et professeur à l'Université de Lausanne, en a fait la démonstration en consacrant sa thèse en 2001 à la ville de Brighton en Grande-Bretagne, en suivant ses transformations de village de pêcheurs au XVIIIe siècle à ville touristique aujourd'hui. Intitulée Mobilité géographique et pratique des lieux, elle a donné le départ à une nouvelle manière d'aborder la relation de l'individu à l'espace, qu'il développera de manière très convaincante dans une suite d'articles entre 2003 et 2007. En intitulant son article de 2004 « L'habiter comme pratique des lieux géographiques », il a orienté son questionnement vers la sélection des lieux et la manière dont ils sont investis par un être humain, de telle sorte qu'il s'agit d'une étude, et je cite, « centrée sur les pratiques dans lesquelles les significations des lieux sont mobilisées par des individus et les qualificatifs sont essentiels, des individus en acte, en situation, dans un projet. » Et c'est là que ça recoupe complètement la relation à l'atelier que je veux expliquer. Par la pratique des lieux, il faut donc comprendre une relation intentionnelle au lieu, qui ne s'identifie pas à une simple fréquentation ponctuelle d'un lieu, qu'il qualifie d'ailleurs de dimension pauvre du terme de pratique. En liant la notion d'intention à celle des lieux, cela permet de réfléchir sur la qualité du lieu lui-même. C'est-à-dire ce qu'il porte en lui-même pour un individu spécifique. Ainsi, que l'on soit résident, travailleur, touriste ou promeneur de passage, le lieu est le même pour tous. Ce sont les manières de le pratiquer qui sont diversifiées. Un même lieu n'est donc pas pratiqué de la même manière selon que la personne est sédentaire, ancrée dans un seul lieu, ou mobile, participant alors de lieux multiples. Le concept d'habiter se trouve ainsi dissocié du domicile, du chez-soi,
pour correspondre à l'ensemble des pratiques des lieux. Habiter des lieux sous-entend aussi la capacité de l'individu de les relier entre eux, de les mettre en réseau et d'être lui-même en relation avec ces lieux différents. Matisse Stock a créé l'expression de l'habité polytopique pour qualifier ce régime d'habité d'individus géographiquement pluriels selon son expression. L'approche par la pratique des lieux permet de mieux préciser la montée en importance de l'individualité de l'artiste et de la singularité de l'atelier. Elle offre la possibilité de penser autrement la question biographique, celle des déplacements dans l'espace basés sur le repérage des lieux et la précision des dates. Je fais référence ici aux biographies qu'on peut croiser dans le dictionnaire biographique du Canada, par exemple. Le jumelage entre la polytopie et la pratique des lieux s'avère particulièrement pertinent pour s'éloigner de la notion traditionnelle d'espace de vie ou d'espace vécu dans lesquels le rapport à la perception joue un rôle essentiel. En même temps, la polytopie n'est pas un concept basé sur un rapport hiérarchique entre les pratiques. Il ne valorise pas un mode de vie mobile et moderne au détriment de son contraire, la sédentarité, qui serait devenue une forme archaïque de l'atelier. Plusieurs artistes ont fait le choix de l'habiter monotopique. C'est le cas d'Ozias Leduc et de Corolieu, son atelier à Saint-Hilaire, que Laurier Lacroix a étudié dans Les Cahiers des 10, ou de Homer Watson à Doon, dont Brian Foss nous parlera demain. S'il y a bien une distinction entre ces formes d'existence choisies par les artistes, il faut les comprendre comme des modes de création et d'attachement à un lieu, qui se réalisent à des échelles différentes, selon des personnalités différentes, notamment sur le rapport à l'identité et à la biographie personnelle. À l'extrême opposé de l'atelier sédentaire, il arrive aussi que la mobilité soit en constante accélération, au point d'être la vie même de l'artiste, comme dans le cas de James Wilson Morris. Quelle forme prend alors son atelier? Peut-on le réduire à celui qu'il occupa durant 20 ans dans son appartement du quai des Grands Augustins à Paris? Pour Morris, l'expérience et la pratique des lieux sont en continuel recommencement. Lorsqu'il regarde à travers une fenêtre, et là, on pourrait traverser tout son œuvre sur cette seule question-là, depuis son lieu de résidence, qu'il soit chez lui à Paris, à l'hôtel en Bretagne à Concarneau, à Tanger au Maroc ou dans les Caraïbes, la situation est la même. Morris porte son atelier en lui. Il porte son atelier en lui. L'atelier n'a plus de limite. Il se trouve dissous ou dilaté dans ce que Elisabetta Orsini nomme, et je la cite, l'atelier corps, avec un trait d'union entre les deux. Et je cite brièvement la manière dont elle le qualifie. L'artiste au travail est un véritable atelier, ou encore quelque chose de plus que lui-même. C'est tout ce vers quoi il tend et ce par quoi il est capturé. Le tableau En regardant les vies de Québec de 1909 en est la démonstration pour moi. La mise en séquence du dessin, de la pochade et du tableau, que je présente en alignement au bas de la diapositive, brouille nos rapports à un atelier comme laboratoire de l'œuvre, alors que Maurice travaille depuis une fenêtre du château Frontenac. Il se situe à peu près dans cette aile-là et il regarde en contrebas. Dès le dessin, la synthèse plastique du tableau est achevée dans le regard du peintre. La pochade rejoue ensuite la composition par la couleur et les valeurs lumineuses. Le tableau final, pensé pour l'exposition et la vente, peint dans son appartement à Paris, pensé pour l'exposition et la vente, excusez-moi, je répète, transpose le sujet de l'observation, c'est-à-dire
la rive sud de Québec, la terrasse du Frein et le fleuve Saint-Laurent en objets esthétiques. C'est le lieu de l'atelier pour le tableau. Transformation du sujet en objet esthétique. Entre l'immobilisme de l'atelier et sa quasi-disparition en contexte de nomadisme artistique, la modalité de l'habité polytopique, centrée sur la pratique de deux lieux et deux ateliers différents, offre un cas d'étude différent pour mettre l'approche théorique à l'épreuve de la pratique. La décision prise par le peintre Horace Walker de partager sa vie entre New York et l'île d'Orléans pose la question de cette habité en double. Comment a-t-il géré ces deux lieux distincts, à la fois géographiquement éloignés l'un de l'autre et étroitement imbriqués stratégiquement? Horace Walker a 18 ans lorsqu'il s'installe aux États-Unis en 1876 à Rochester. Il poursuit à titre personnel et professionnel une carrière de photographe qu'il avait commencé dans l'atelier torontois de Notman & Fraser en ajoutant la couleur sur les photographies. À Rochester, Walker participe activement au développement de la communauté artistique. En 1882, il est l'un des 7 membres fondateurs du Rochester Art Club, puis secrétaire de 1882 à 84. En même temps, il développe son propre régime de singularité, alors qu'en mars 1882, il fait son entrée à l'American Watercolor Society à New York en exposant une œuvre, point de départ d'une longue présence qui se terminera en 1937, quelques mois avant son décès. Je précise qu'elle expose annuellement durant toutes ces années à l'American Watercolor Society. Le passage par Rochester est donc important, car il montre que Walker a bien compris dès ce moment que le rapport d'échelle entre deux lieux compte pour beaucoup au moment de décider de sa trajectoire professionnelle. Rochester fait ainsi figure de tremplin de départ, car en 1885, alors qu'il vient d'être élu président du Rochester Art Club, il installe un premier atelier à New York. Son monde sera désormais celui de New York et il en maîtrise suffisamment la compréhension et les codes sociaux pour se hisser rapidement assez haut. Le fait qu'il déménage son atelier en 1889 dans les ateliers de la 10e rue à New York, un lieu très convoité des artistes, en est le résultat le plus évident. Il y restera jusqu'à son départ pour Londres, en compagnie d'Homer Watson, en février 1901. Construit en 1857 par l'architecte Richard Morris Hunt, l'édifice se compose de 25 ateliers d'artistes, comme on le voit sur le plan. Ils sont rayonnants, évidemment, en raison de l'éclairage et de l'immeuble fenestré. Donc, l'édifice se compose de 25 ateliers d'artistes et d'une salle d'exposition. La salle d'exposition est particulièrement importante. Je vais revenir sur le plan. Elle est ici, elle est centrale. On est en 57. C'est une salle d'exposition avec un éclairage zénital, donc tout à fait moderne. Et ce qu'il faut garder en mémoire aussi, c'est la circulation des visiteurs autour des ateliers. Donc, ce n'est pas seulement des espaces autonomes, individuels, mais des espaces qui peuvent être mis en relation l'un dans l'autre. Donc, la grande salle d'exposition est occupée par le peintre William Mary Chase, qui en fera le sujet de ses tableaux. Donc, ça montre que, et j'insiste sur ce point parce que c'est un lieu d'ancrage et de promotion de la carrière de Chase et de son esthétique particulièrement important. Juste quelques mots pour dire qu'il insistait qu'on ne fasse jamais le ménage dans son atelier parce que la poussière faisait partie prenante de la transformation des couleurs afin de créer la dynamique visuelle de son atelier. Donc, ce n'est pas simplement une structure commerciale, c'est une vaste démarche artistique. Donc, il est contemporain de Walker lorsque celui-ci habite sur la 10e rue. Les ateliers de la 10e rue s'accordent pleinement
avec le mode de vie de la clientèle new-yorkaise, soucieuse de sa sécurité, qui vit et se déplace dans un entre-soi bourgeois et mondain. Pour les artistes, ces ateliers sont des véhicules de notoriété et de visibilité, alors que les visiteurs, journalistes, critiques et clients potentiels peuvent circuler librement, passant d'un atelier à l'autre, comme je le montrais sur le plan. Vu dans cette perspective de la transition entre Rochester et New York, son appropriation de l'île d'Orléans n'est pas très différente. Son premier contact avec l'île date de 1877. Il ne reviendra que 6 ans plus tard, lors de son voyage de noces qu'il passe à Québec en 1883. C'est donc au moment où il devient membre de l'American Watercolor Society à New York qu'il resserre ses liens avec l'île d'Orléans, alors qu'il loue une maison inhabitée sur un emplacement qui deviendra plus tard celui de son atelier. Durant ces années, de 1883 à 1890, c'est la ville de Québec qui lui offre ses facilités de logement et de travail, alors que le Russell House, qui est l'hôtel Clarendon aujourd'hui, il devient hôtel Clarendon à la fin du 19e siècle, lui permet d'installer un atelier temporaire au dernier étage, orienté nord-est et bien éclairé. L'île d'Orléans n'est alors qu'un lieu qu'il parcourt durant toutes ces années et qu'il fait connaître à New York par l'exposition de ses aquarelles. C'est en 1889 que la dynamique d'un habité polytopique s'installe vraiment. D'abord à New York, lorsqu'il loue son atelier sur la 10e rue, comme je l'ai présenté, puis à l'île d'Orléans, où il obtient la possibilité d'acheter la maison qu'il louait pour la faire démolir et construire à sa place, en 1890, une résidence avec un atelier. Le village de Sainte-Pétronille est une création récente, constituée en 1870 par une séparation d'une partie des paroisses de Saint-Pierre et Saint-Laurent. Né du tourisme, il constitue une île dans l'île. C'est un lieu où l'on se déplace pour y passer l'été, et les résidences que la bourgeoisie de Québec et de Montréal se fait construire sont à l'inverse de celles du monde paysan, comme on le voit bien avec sa résidence personnelle. Vaste, dotée de nombreuses fenêtres et tournée vers l'extérieur. Celle d'Horatio Walker s'intègre parfaitement dans cette ambiance d'individus aisés et libres, se partageant entre le temps des affaires en ville et le temps du repos à la campagne. Sauf sur un point important, sa maison est son lieu de travail. Elle le sera jusqu'en 1909, alors qu'il fait construire un atelier séparé de sa résidence principale en 1900, et en 1911, il ajoutera une annexe que l'on voit à droite, qui le transformera en une maison-atelier avec toutes les commodités d'une résidence indépendante. À Sainte-Pétronille, Walker adopte un rapport distancié, non seulement avec la ville de Québec, mais aussi avec l'ensemble de l'île, pratiqué et observé tout en étant tenu à l'écart. Le fait qu'il s'agisse d'une île compte pour beaucoup dans sa détermination à s'y installer. Il a découvert ce que les sociologues Luc Boltanski et Arnaud Ecker, dans leur livre Enrichissement, appellent, et je cite, un gisement d'authenticité dont la valeur d'enrichissement est le passé. En février 1902, le journaliste du New York Times, qui visite son exposition à la galerie Montross, l'a parfaitement compris. Coup d'œil dans le vieux Canada, Canada ancien, où l'on parle le français d'une autre époque, de la Normandie. Et on adhère, et c'est là le point important que j'ai mis en gras, old-time peasantry, d'un autre temps, des modes paysans, des modes de vie paysans
d'un autre temps. C'est absolument central. On retrouve ça continuellement dans la critique new-yorkaise. C'est devenu un leitmotiv constructeur de sa propre authenticité de peintre. Des années plus tard, en 1916-1917, alors que Walker n'a plus besoin de visibilité à New York, il célébrera dans le décor mural de son atelier que l'on voit ici, prolongé à droite par cette figure, sur laquelle je vais préciser, cette conception du temps ancien qui a soutenu tout son travail. Il installe d'abord le rythme du jour, l'aurore et le crépuscule, c'est le crépuscule qu'on voit ici, sur le mur sud de l'atelier, suivi des saisons pour couvrir le mur ouest, représenté par 3 nus féminins, le printemps, l'été et l'automne, on voit les 2 premiers ici, un autochtone, ici, sur la photo de droite, tenant une paire de raquettes, symbolise l'hiver. Le cycle se termine en 1917 avec une figure du temps, vieillard autoritaire tenant sa faux. Entrer dans l'atelier, c'est donc rompre avec l'ordre calendaire pour adopter celui du rythme des jours et des saisons, marqué par les labours, les semences, les récoltes et la tonte des moutons. Tout cela s'accorde avec la forme première de l'expérience de Walker, celle de l'observation sur les lieux que l'on peut retrouver en consultant les carnets de croquis et les aquarelles. Il y forge son réalisme de la vie paysanne et donne le gage de son expression authentique, répétée sans cesse dans la presse artistique à New York. Il ne faut donc pas se méprendre sur le sens de ces allégories, car ce n'est pas l'immobilité de la vie paysanne qui l'intéresse, mais la répétition du même, de jour en jour, d'où les saisons, d'où les rythmes du jour, d'année en année, de génération en génération. L'atelier de Walker n'est pas une cabane pour peindre en pleine montagne, comme celle de Divine Mind. Pourtant, l'essentiel se joue aussi au niveau de la porte, entre le dehors et le dedans de son atelier de l'île d'Orléans, comme il s'en explique en 1929. Alors que le gouvernement du Québec vient de lui acheter Labourage, le premier rayon du jour, que l'on voit à gauche, peint en 1900, emblématique de tout son parcours artistique, il répond à un questionnaire sur sa vie et sa méthode de travail, prenant en exemple une scène de labourage. Je cite, citation est à l'écran, « J'irai observer le travail pendant 2 ou 3 jours. Je ferai des études et puis je composerai le tableau, gardant les esquisses apportées, ici près de l'atelier. » Donc, ce n'est pas hors de l'atelier, mais près de l'atelier, de manière à pouvoir les consulter au besoin. Une fois le tracé complet, je balance toutes les études et je peins le tableau. Elle est importante, cette citation, parce que c'est vraiment le cœur de sa méthode de travail durant toute son existence. L'expression plutôt familière de, je cite, « je balance toutes les études » est le moment fondateur du tableau, alors que l'atelier n'est plus le lieu de la représentation d'un sujet, mais de sa transformation symbolique. À ce stade, on ne parle plus d'hommes, de femmes, de bœufs, de moutons ou de porcs, mais de types et de formes. La construction d'un universel abstrait, louangé par la critique à New York, fera sa réputation. Charles Caffin, qui connaît très bien Walker, sera l'un des premiers à le dire lorsqu'il lui consacrera un chapitre dans American Masters of Painting en 1902. L'île d'Orléans et son atelier seront décrits comme son point de pivot, c'est-à-dire un centre qui constitue à la fois la base et la clé de voûte de tout son système artistique. Si l'atelier de l'île d'Orléans est un pivot de stabilité pour Walker, celui de New York peut être qualifié de centre de gravité. Il en est l'effet miroir, et la seule photographie de son atelier en dit beaucoup sur son habileté à se montrer tout en étant en retrait.
À la différence de la rhétorique habituelle, aucun objet marque son lien avec l'île d'Orléans. Le chevalet est absent et la palette est déposée sur une commode. Le peintre ne travaille pas. Il accueille le visiteur. L'œuvre achevée domine le lieu avec l'une de ses réussites bien mise en vue. L'intérieur des tables a été doublement primé de médailles d'or. On le voit ici, hein, j'ai mis l'œuvre de Liggio. L'intérieur des tables a été doublement primé de médailles d'or à New York en 1887 et à Chicago en 1893. Horace Walker a parfaitement compris ce que Sarah Burns résume dans son livre Inventing the Modern Artist, consacré à ces mêmes années où il installe sa carrière à New York. Le problème n'est pas que chaque artiste doit faire face à la création d'une œuvre esthétique ou d'un produit esthétique destiné au marché, mais, et c'est là l'essentiel, mais qu'ils ne paraissent pas en connivence trop précisément ou trop profondément avec le système de marchandisation. Et c'est dans ce rapport complexe entre le marché et la distance, entre la présence et la distance, que se construit la carrière et la légende. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Walker. La situation identifiée par Sarah Burns a été mise en pratique, soit de réaliser des œuvres pour un marché, tout en se mettant à distance de ce même marché pour ne pas donner l'impression d'une connivence commerciale. À partir de 1890, l'exposition de ces œuvres appartient désormais au seul domaine de la contemplation, alors que le spectateur est coupé de tout référent à un prix correspondant à la valeur marchande de l'objet exposé. L'exposition individuelle, qui devient la norme à partir de 1900, lorsque Newman Morris ouvre sa galerie sur la 5e avenue, permet de présenter les tableaux récents avec des aquarelles, des dessins et des carnets de croquis. Un rapport à la preuve par le dessin confronte alors le spectateur et le critique en premier à une réalité toujours bien vivante, celle de paysans enracinés à leur sol. Pour une Amérique qui a vécu très difficilement la reconstruction d'une cohésion nationale après la guerre civile, alors que la bourgeoisie capitaliste s'inquiète fortement d'une immigration européenne arrivant en surnombre à Staten Island, les œuvres de Walker incarnent la persévérance dans l'adversité, qualité première du mythe de l'Amérique des pères fondateurs et des premiers colons. L'atelier de New York a forgé le statut légendaire d'un artiste ancré dans son milieu et l'imaginaire d'une Arcadie austère, exigeante et rustique, bien réelle et enclavée sur une île au nord de la frontière des États-Unis. Merci beaucoup.